Le Sambre ou la légende de l'or vert, écrit et conté par Rafada. Le lendemain matin, les conquistadors furent réveillés par le chant religieux des Indiens. Ils assistèrent ébahis à l'une des cérémonies Chibcha. Le grand chef sortit d'une case, couvert de poudre d'or. Les plumes de sa coiffe, de son vêtement et de ses sandales étaient d'or. Il mâchait une fine poudre qui, disait-on, facilitait l'échange avec les esprits et les divinités. Les enfants lançaient devant lui des pétales jaunes. En y regardant de plus près, Núñez vit qu'elles avaient été recouvertes de paillettes dorées. Des hommes déguisés se joignirent à la procession en dansant. Le chef avançait d'un pas lent et mécanique. Malgré son accoutrement, il restait stoïque. Arrivé près du lac, le cortège s'arrêta et le chef continua seul. Il se baigna dans le lac sous le regard subjugué des conquistadors. L'or se détacha de sa peau et de ses habits pour former un cercle autour de lui. Le cercle resta à la surface avant de disparaître dans l'eau. Puis le chef s'avança jusqu'à ce qu'il n'ait plus pied, là où l'eau devenait opaque et l'or invisible. Núñez osa s'approcher du bord, ignorant les cris d'indignation des Indiens. Il s'avança davantage, au point de mettre les pieds dans l'eau. Entendant la colère de son peuple, le chef se retourna et vit Núñez, le regard perdu au fond du lac. L'Indien n'interrompit pas pour autant la procession du bain. Il enleva tout l'or qu'il portait et revint sur la berge se poster devant Núñez. Le commandant l'ignora totalement, jusqu'à ce que Geronimo pose sa main sur son épaule et l'invite à rejoindre les rangs des spectateurs. Núñez se laissa alors guider. Son esprit était ailleurs. Il attendit patiemment que la cérémonie prenne fin, que les Indiens se dispersent, et que Geronimo aille voir le chef pour organiser le départ vers la Serranía de los Yariguíes. Núñez ordonna à ses hommes de récupérer l'or. Ils se munirent des bâtés nécessaires à leur paillage et ramassèrent l'or du bord du lac. Les Indiens se mirent immédiatement à crier les bras levés au ciel. « Ne vous laissez pas distraire !» dit Núñez. Mais une femme Chibcha se précipita sur l'un des conquistadors et le poussa dans l'eau. Le commandant prit un mousquet, y mit la poudre et tira. Mais il n'y eut aucune détonation et aucune balle n'en sortit. Des Indiens se joignirent à la femme Chibcha et frappèrent du poing les chercheurs d'or. Núñez jeta l'arme à feu, dégaina son épée et la leva au ciel. Geronimo surgit soudain et mit son épée en travers pour parer le coup de Núñez. Le bruit du métal sembla figer toute chose. Les Indiens et les Espagnols cessèrent de se battre. Le chef Chibcha observait la scène. Sous Núñez se trouvait l'une de ces femmes dont la survie n'était due qu'au réflexe de Geronimo. « Qu'avez-vous fait, Núñez ?» dit Geronimo. « Vous perdez l'esprit. »« Tentez de calmer le jeu, » dit Núñez. « Vous causerez notre perte. Donnez-moi votre épée. » Núñez obéit. La femme indigène se releva et courut vers son mari. Le chef Chibcha, jusque-là resté en dehors du conflit, sortit de sa torpeur pour laisser éclater son courroux. Il se lança sur Núñez qu'il envoya au fond du lac. Il fallut l'intervention de Geronimo, de Carlos et de 2 Indiens pour retenir le chef en colère. Núñez put enfin respirer. Il se laissa flotter sur le dos pour reprendre son souffle, puis rejoignit la berge en rampant. Geronimo tenta de faire retomber la tension en levant les bras au ciel, puis par quelques révérences maladroites. Mais le chef ne se laissa pas amadouer et menaça Núñez de loin. Il leur ordonna de partir. « Faites ce qu'il dit, Caballero Núñez !» dit Geronimo. « Partez! Laissez-moi regagner leur confiance. Vous reviendrez d'ici peu. Attendez-moi à la caravelle. Laissez-moi 2 jours. » Il y eut un long échange de regards entre Núñez, Geronimo et le grand chef. Les Indiens et les Espagnols restaient dans une expectative insoutenable. Si Núñez refusait, une guerre éclaterait. « Caballero Núñez, partez! Partez sur le champ avec vos hommes !» insista Geronimo. Núñez le dévisagea. Il n'avait pas confiance. Il ordonna pourtant un repli, et on les vit disparaître dans la jungle. Un peu avant la tombée de la nuit, Geronimo réussit à convaincre le chef que ses hommes, contrairement aux soldats de Núñez, n'étaient pas mal intentionnés. Ils furent autorisés à rester. Tous les hommes couchèrent près du feu qu'on alluma au dîner. Geronimo veilla tard et finit par s'assoupir. Il se réveilla un peu avant l'aube, un fusil pointé sur lui. Ces hommes étaient ligotés. « Caballero Núñez, que faites-vous » demanda Geronimo. « Je travaille, » répondit Núñez, en pointant votre arme sur moi. « Je travaille pour le roi, et le roi est endetté. Il a urgemment besoin d'or. Vous n'obtiendrez rien qui vaille par la force. Ils vous cacheront la mine d'or. » Núñez ne prit pas la peine de répondre.
Il ordonna à l'un de ses hommes de ligoter Geronimo, tandis que les autres entraient déjà dans les cases. Des cris de femmes et des pleurs d'enfants s'élevèrent dans le ciel. Les Indiens s'assirent en cercle au centre de la place. 3 hommes les menaçaient avec des arquebuses. Le chef avait résisté, puis était tombé inconscient, assommé par la crosse d'un fusil. Núñez avait pris le commandement. Les prisonniers le regardèrent piller le lac au petit jour. Geronimo était impuissant. J'aurais dû m'en douter, pensait-il. J'aurais dû rester sur mes gardes. Núñez faisait extraire l'or sans lui-même participer à l'orpaillage. Le chef indien se réveilla de son lourd sommeil et observa avec quelle détermination les hommes blancs s'emparaient de l'or sacré. En voyant le ciel bleu et silencieux, il eut le sentiment que les dieux restaient insensibles à la profanation. À l'intérieur de l'une des cases, 3 caisses renfermaient de la poudre d'or et un récipient en terre cuite contenait des pépites d'une pureté sans égale. Núñez fit charger la précieuse marchandise dans des sacs. Sa cupidité était telle qu'il recouvrit son casque de paillettes d'or. Chaque conquistador chargea un sac sur son dos, et l'un derrière l'autre, ils disparurent dans la forêt. Núñez, qui ouvrait la marche avec son casque doré, avait un plan, revenir avec l'équipage de Quesada et trouver la source intarissable de tout cet or. Diego sortit un soir, sans avoir rien mangé depuis des jours. Il était sale et sentait fort. En bas de l'immeuble, Martha répondait encore au badaud qui formait autour d'elle un cercle dense et mouvant. Entre les épaules des curieux, elle vit furtivement passer Diego. Il pressait le pas en direction de la petite route qui menait au centre-ville. Il marchait vite, le regard baissé et les épaules en avant. Provoquer un accident sur la personne de Martha Jiménez était une option. Il avait constaté la symbiose magique qui existait entre la vieille et la jungle de la carrière. Le poison n'avait pas marché, mais en tuant Martha, peut-être mettrait-il fin à l'écosystème. Mais entre l'idée du meurtre et le passage à l'acte, il existe un gouffre, et Diego était bien incapable de tuer. Du moins, c'est ce qu'il crut, jusqu'à ce que ça dérape. Dans le bureau de Don Vasquez. Le gros Vasquez était ancré dans un fauteuil en cuir beige. Dans l'usine, tout le monde était parti, et il s'apprêtait à faire de même quand on sonna à l'interphone. Il reconnut Diego et lui ouvrit. Locoras connaissait les locaux et entra dans le petit bureau austère, éclairé par une ampoule jaune qui se balançait au bout d'un fil. « Diego, vous avez mauvaise mine. Ce serait pas à cause de la vieille ? Je vous avais demandé du poison. Et c'est ce que je vous ai donné. Non. L'écosystème est en vie, plus florissant que jamais. Impossible, puisque je vous le dis. Aucune plante ne résiste. » Don Vasquez s'interrompit en voyant Diego sortir le bidon qu'il lui avait fourni. Rangez ça, Diego. Il n'y a plus personne. Nous sommes seuls. Peu importe, je ne veux prendre aucun risque. Si on nous voyait, rangez-le dans le sac. Vous m'avez fourni de la merde, Don Vasquez. Vous m'avez menti, comme vous mentez à vos employés et à la presse. Ne divaguez pas, Diego. Nous viendrons avec les engins et tout sera terminé. Je vous avais dit que ça n'en valait pas la peine. Vous avez insisté, ça n'a pas marché. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire ? Diego se rapprocha d'une photo accrochée au mur. On y voyait Don Vasquez, entouré d'une centaine d'employés en salopette bleue. C'était le seul à sourire. Que faites-vous au juste, Don Vasquez ? Je vous demande pardon. Je veux dire, à quoi servez-vous ici dans cette entreprise ? Quelle est votre fonction ? Votre utilité ? Diego, mon cher, n'avez-vous donc pas autre chose à faire de vos journées ? Vous êtes tout juste retraité, profitez-en. Répondez à la question. Diego avait posé brutalement le bidon sur le bureau, et au bruit qu'il fit, Don Vasquez comprit qu'il en restait un fond. « Calmez-vous, Diego », réussit à dire Don Vasquez. « C'est la fin de la journée. On est tous un peu irrités. »« Je suis calme, mais vous me prenez pour un abruti. Et ça, c'est pas digne de vous, Don Vasquez. Pas digne. » Mes excuses, Diego. Si je vous ai laissé entendre que... Taisez-vous ! Interrompit Diego, le doigt levé. J'ai un problème et vous allez m'aider à le résoudre. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Voilà une vieille qui plante des graines. Ces graines attirent à elle des millions d'insectes, qui attirent eux-mêmes des oiseaux tapageurs. Qui sait ce qui viendra demain ? Je ne peux rien de plus, Diego. Et très franchement, je crois que vous perdez la tête. Diego eut un blocage. Le regard vide, dirigé en direction du bidon, il n'ajouta rien.
et le silence ne fut interrompu que par Don Vasquez, qui essayait vainement de s'excuser et d'inciter Diego à rentrer chez lui. Mais Diego restait sourd à ses paroles. Don Vasquez s'avança finalement pour ouvrir la porte et l'inviter à sortir. Diego s'avança à son tour et était maintenant sur le seuil. « Reposez-vous, Diego. Vous avez l'air à bout de force. » Diego le repoussa à l'intérieur, gentiment, mais d'une main assez ferme. Don Vasquez se remit à parler. Diego ne l'écoutait pas. Il ouvrit brusquement le bidon et lui jeta l'acide au visage. Le gros Vasquez hurla, la tête entre ses mains, à genoux, sur la moquette qui fondait au contact de l'acide. Une fumée compacte entourait l'homme. Ses cris de douleur augmentèrent, puis plus un son ne sortit de sa bouche. L'homme aveuglé s'était assommé contre le coin du bureau. Diego regarda à l'extérieur et ne vit personne. Il s'approcha du corps inerte et admira le travail de l'acide sur le visage autrefois joufflu. L'os de la mâchoire était visible. Diego enleva sa chemise, laissant apparaître un marcel jaunâtre, et se couvrit la bouche et le nez avec. Il s'accroupit près du corps et vit comment les globes oculaires de Vasquez fondaient à vue d'œil. Geronimo avait toujours les pieds et les mains liés. Il repensait à sa première fugue grattée de l'orphelinat San Giovanni de Gênes, qui eut lieu le 25 janvier 1515, le jour même du sacrement de François Ier dans la cathédrale de Reims. L'horloge venait de sonner minuit. Un vent léger poussait à grand-peine un nuage dense qui masquait une lune pleine et jaune. Il avait alors 15 ans. Pourquoi fuguait-il ? Non, il ne recevait aucun mauvais traitement de la part du père Andrea. Il ne cherchait pas non plus à retrouver ses géniteurs. Le motif qui le poussa à escalader l'enceinte de pierre n'était autre que le désir ardent d'explorer le monde. Il est des enfants qui ont une vocation claire, si claire déjà qu'elle les consume et écourte bien souvent leur vie. Geronimo était de ceux-là. À cette époque, les hommes se réveillaient d'un long sommeil, selon les propres mots d'Erasme. La Renaissance apportait son lot d'ambitions humanistes et d'utopies politiques. C'était le temps des gravures d'Alberto Durero, des inventions de Léonard de Vinci, des révolutions luthériennes et coperniciennes. C'était le siècle des grands voyages. Le petit Geronimo escalada l'enceinte de l'orphelinat à l'aide d'une corde à grappin. Son corps athlétique n'eut aucun mal à enjamber le mur froid et humide. Mais il tordit sa cheville à la réception. Il alla donc à cloche-pied jusqu'au port, situé à 1 kilomètre plus au sud. Il fallait passer à travers une rue commerçante où les voyageurs trinquaient à leur succès et à leurs futurs projets. Geronimo était tenté de faire halte pour écouter leurs histoires passionnantes. Mais il ne fallait pas s'arrêter. Il arriva au dock où l'on déchargeait les cales des caracs et des caravelles. À la vue des grands navires, il repensa au récit qu'on avait fait des voyages de Bartholoméo Diaz et Vasco de Gama. Il s'avança entre les tonneaux et les caisses qu'on venait de décharger. Puis une voix trop familière le figea dans son élan. Il tourna la tête et aperçut le visage du père Andrea. Le vieil homme souriait. « Père Andrea, dit Geronimo, laissez-moi prendre le large, pour l'amour de Dieu !» Le moine se mit à rire, sans que le jeune comprenne pourquoi. « Allons, dit-il entre deux rires, entrons. Mon père, il me faut rejoindre l'Orient lointain. »« Ah, et pourquoi donc, mon garçon ?»« Parce qu'on y trouve des épices qui rendent fort riches les hommes qui les exploitent. Il paraît que les Portugais ont déjà installé des fabriques sur les côtes indiennes. Je veux voir ça. N'as-tu pas déjà assez vu d'usines ici, à Gênes ? Ah, vous ne comprenez pas, mon père. Le monde s'agrandit, et je dois grandir avec lui. Au port et dans les tavernes, des marins m'ont parlé d'Eldorado. Ah, c'est donc l'or qui te motive. Le voyage. Je veux voir. Voir quoi ? L'Eldorado est un mythe. Tout a commencé avec Christophe Colomb, tu sais. En posant le pied dans les Amériques, il a cru découvrir les Indes. Or, il lisait les récits de Marco Polo, qui font état d'une pagode en Asie, un monument gigantesque recouvert d'or. Dès lors, la fièvre s'est propagée, et les conquistadors cherchent en Amérique ce qui existe en Asie. Voilà tout. Eldorado est bien réel. Il se trouve quelque part en Amazonie, j'en suis sûr. Oh, mon garçon. J'espère que cette fièvre ne te gagnera pas à ton tour. Éloigne-toi de l'or et de l'animosité qu'il suscite. Pratique la bonté. Et si tu voyages un jour, fais-le pour une cause noble.
Allons, rentrons à présent. Geronimo obéit. Mais il retenta une fugue le mois suivant la première. Il laissa une note au moine. « Mon père, merci pour votre éducation. Je garde à l'esprit vos sages adages, mais ce n'est pas à moi de trouver une cause noble. C'est elle qui me trouvera au cours de mes voyages de par le monde. Geronimo. » Puis il prit un bateau à destination de Huelva, où il se fit embaucher à bord d'une caravelle en partance pour les Indes. Il vécut ainsi plusieurs années avant de revenir à Séville, où il apprit l'existence d'un certain Magellan. Il l'aborda un jour en pleine rue. Il lui parla de ses voyages en Orient avec un tel enthousiasme que Magellan en fut tout étourdi. « Tu calmes, mon garçon, » dit-il à Geronimo. « Vous semblez être d'un tempérament passionné. Cela est bon, mais ça vous jouera des tours. Le père Andrea, l'homme qui me forma, a dit la même chose. Mais il vous faudra de la passion à bord du Victoria. » Magellan sourit. Il voyait en Geronimo le jeune homme qu'il avait été. Le navigateur portugais s'était assagi. Il attendait son heure patiemment. Il l'attendait depuis si longtemps, tandis que d'autres, tels Colomb, étaient déjà entrés dans la légende. « Eh bien, mon garçon, dit Magellan, vous vous chargerez d'insuffler la passion à bord du Victoria. »« Vous ne serez pas déçu, dit Geronimo en s'inclinant. C'est ainsi que Geronimo Levrero participa à l'une des expéditions maritimes les plus extraordinaires de l'histoire. L'expédition partit de Séville en août 1519 avec 265 hommes répartis sur 5 caravelles. En décembre, Magellan et ses hommes atteignirent le Brésil, puis le Rio de Plata, en janvier de l'an de grâce 1520. Geronimo apprit beaucoup de Magellan et de son tempérament calme, de sa tempérance, de sa patience inaltérable et de sa détermination surhumaine. Il apprit aussi comment gérer les mutineries. En somme, il avait trouvé son maître. À l'automne, Magellan trouva le détroit qui se trouve entre les terres de feu et la Patagonie, et qui mène à la mer du Sud, baptisé Pacifique par Magellan lui-même, en raison du calme qui habite cet océan quand on le compare aux tempêtes de l'Atlantique. Cependant, une caravelle n'emprunta pas le passage et revint en Espagne, et une autre se perdit en mer. Pour ceux qui restaient, la traversée du Pacifique fut rude. Une immense étendue d'eau, un soleil implacable, pas de pluie, l'eau croupie des tonneaux, le scorbut. Les marins qui par chance survivaient à ces fléaux manquèrent de nourriture. On mangeait le cuir du navire, après l'avoir trempé dans l'eau salée pour le ramollir. Beaucoup moururent de fatigue, de faim et de soif. Magellan, Geronimo et quelques hommes arrivèrent en vie aux Philippines en avril 1521. Le seigneur Lapu-Lapu refusait l'autorité de Charles Quint, alors Charles Ier. Magellan et quelques 60 conquistadors lourdement armés, dont Geronimo, débarquèrent sur l'île des Dissidents. Mais les Européens durent rapidement regagner la rive à cause des flèches innombrables qui s'abattirent sur eux. Magellan fut touché à la jambe. Geronimo tenta de le secourir, mais une lance empoisonnée l'atteint au visage et s'en fut fini du grand explorateur. Pour sauver sa peau et celle des quelques survivants, Geronimo abandonna le corps inerte de Magellan et ordonna un repli rapide vers les caravelles. Après la mort tragique de Magellan, Geronimo abandonna l'expédition. Il partit seul pour les terres d'Amérique centrale. Il parcourut le Nicaragua et le Costa Rica, puis il construisit une petite maison au Panama. Là, il rencontra un soldat qui avait travaillé pour Cortés. L'homme se déplaçait avec difficulté. Il avait un œil de verre et le torse marqué au fer. L'homme, qui devait avoir près de 60 ans, parla notamment de la grande expédition menée en 1518 pour conquérir le Mexique. Cortés était à la tête de 6 caravelles, 300 hommes. Les Aztèques se livraient alors une guerre fratricide. Cortés avait su exacerber le conflit, les diviser pour mieux les dominer ensuite. Le conquistador expliqua à Geronimo qu'il avait vu les sacrifices humains, au cours desquels le chef de cérémonie arrachait le cœur de la victime. Il décrivit comment le sang coula des autels, avant d'expliquer que cet acte barbare appelait une évangélisation de toute urgence. « D'autres viendront, » conclut l'homme invalide. « Ils viendront conquérir les terres d'Eldorado. Ça ne s'arrêtera pas de sitôt. » Et en effet, il y eut d'autres expéditions du genre. Geronimo quitta le Panama en 1530 pour rejoindre Tumbes, sur la côte nord du Pérou.
L'expédition à laquelle il prit part était menée par Pizarro. Là encore, une guerre civile. Deux frères, Huáscar et Atahualpa, se disputaient le trône de l'empire inca. Atahualpa gagna, mais le désordre régna, et Pizarro en profita pour tendre un piège au nouvel empereur. Ce dernier accepta de s'entretenir avec les Espagnols, entretien au cours duquel le dominicain Valverde lui demanda de reconnaître le Dieu chrétien et d'accepter la monarchie espagnole. L'empereur inca prit la Bible qu'on lui tendit et la jeta à terre en guise de protestation. Pizarro prétexta un sacrilège pour autoriser le massacre de 6000 Indiens. Geronimo tenta de raisonner Pizarro, mais on lui donna 5 coups de fouet avant de le jeter dans un cachot. Pizarro épargna d'abord la vie de l'empereur Atahualpa contre un lourd tribut en or. Mais il le fit prisonnier en 1533 pour conspiration. Atahualpa constatait impuissant comment Pizarro saccageait et brûlait ses terres. Geronimo, qui était dans la geôle d'à côté, recueillit les dernières paroles de l'empereur déchu. Ce dernier parla de sa jeunesse, des raisons qui le poussèrent à engager son peuple dans une guerre fratricide, et alors qu'on abattait des arbres au loin pour alimenter un grand feu, il en vint à parler des graines. Geronimo l'écouta attentivement, jusqu'à ce qu'il soit interrompu dans son récit par le curé. L'Inca se convertit, mais on l'exécuta tout de même par pendaison. Geronimo n'en sut pas plus au sujet des graines, et il assista à la mise à mort de l'empereur depuis sa cellule. L'Italien fut libéré quelque temps après. Il déserta, revint au Panama, où il embarqua pour l'Europe. C'est à cette époque qu'il fut en proie aux premières insomnies. Il repensait à l'avarice, aux rivalités, aux assassinats et aux massacres dont il avait été témoin. Il arriva 3 mois plus tard en Italie, à Gênes. Il alla à l'orphelinat, désormais dirigé par un nouveau moine. « Où est le père Andrea ?» demanda Geronimo à l'homme d'église. « Il est décédé. Il y a de ça plusieurs années, mon enfant. Il a été enterré dans le cimetière même de l'orphelinat. Je vous accompagne. » Geronimo suivit le moine qui, une fois devant la tombe, se retira. Geronimo se recueillit. Combien de temps avait-il passé en mer? Il n'aurait su répondre. Le moine copiste revint plus tard et dit « Le père Andrea vous a laissé ceci, mon enfant. Il espérait vous le remettre en main propre, mais Dieu en a décidé autrement. » Sur le paquet, un mot « Voyage pour une noble cause ». À l'intérieur, une copie du journal d'Ambrosius. Geronimo remercia le moine et s'en alla étudier le journal grâce auquel il en apprit plus sur les graines. Il commença à avoir des visions et peu à peu naquit ce rêve prophétique qui ne le quitta plus. 1 mois plus tard, il se décidait à repartir pour les Amériques, mais cette fois-ci en qualité de commandant. Il se rapprocha de Quesada, dont il savait que le départ était imminent. Il lui parla de son expérience, puis fut présenté aux banquiers et riches marchands qui assumeraient les risques matériels et financeraient le voyage. « Caballeros » dit Geronimo devant les investisseurs. « Vous savez combien le Nouveau Monde est terre d'abondance, mais c'est aussi un lieu dangereux. Il vous faut pouvoir compter sur un homme courageux, impartial et expérimenté pour régler les conflits qui, soyons-en sûrs, ne manqueront pas d'éclater. Il vous faut un homme loyal qui sache se faire respecter de l'équipage. Je suis cet homme. » Le banquier qui supervisait l'investissement prit un air grave, tandis que son conseiller chuchotait à son oreille. « Soyons clairs sur les termes principaux du contrat qui vous liera au roi et à cette assemblée d'honnêtes gens, » dit le banquier en désignant ses voisins de table. « Vous conquérerez les terres les plus fertiles par le fer et le sang s'il le faut, et vous convertirez, par la force si nécessaire, les indigènes. 1/5 des richesses reviendra au roi. Le Caballero Isidro, ici présent, est notre contador. Il participera à l'expédition et se chargera de collecter la part du roi. Nous recevrons 3/5 des richesses. En retour, vous et vos hommes recevrez le reste et en tant que chef d'expédition, vous recevrez, avec les Caballeros Núñez et Quesada, une concession des terrains conquis. Des terres où vous percevrez l'impôt des indigènes que vous aurez bien sûr acquis à la foi chrétienne. Le père Pietro qui, si je ne me trompe pas, vient des alentours de Gênes, le curé assis à quelques mètres acquiesça en s'inclinant légèrement, vous aidera dans cette tâche. Mon exposé est-il assez clair, Caballero Levrero? On ne peut plus clair, Caballero Colonna. Bien, voici le contrat. Geronimo ouvrit la boîte que le banquier désignait. Elle contenait une paire de mousquets,
ainsi que le contrat. Geronimo signa en bas du rouleau, qu'il remit au banquier, salua l'assemblée des gentilshommes et emporta les armes. Dès lors, il était embauché en qualité de commandant et partait explorer les terres lointaines de la Colombie. Geronimo sortit de ses rêveries. Lui et ses hommes devaient maintenant endurer la colère silencieuse des Chibchas. L'un d'eux se jeta sur lui et le roua de coups. Les mains et les pieds liés par une corde, l'Italien ne put se défendre ni même se protéger. Il en fut de même pour les autres conquistadors. Le chef laissa faire, puis intervint pour éviter un lynchage dont l'issue aurait été irréversible. Sans Geronimo, la prophétie ne pouvait se réaliser. Le chef aurait pu sacrifier les autres, mais Geronimo lui avait expliqué qu'il ne pouvait revenir chez lui, en Europe, sans un équipage. Le chef Chibcha voulait récupérer l'or sacré, de peur de provoquer une colère plus grande encore que celle de son peuple, celle de ses dieux, jusque-là silencieux. Aussi pensa-t-il à un stratagème. Il avait compris que Geronimo n'était pas venu pour l'or, mais pour les graines légendaires. Il ne voulait pas risquer les Indiens dans une guerre avec les hommes de Núñez. Il connaissait trop bien les dégâts causés par les armes qui crachent du feu. Le chef fit un dessin dans la terre, et Geronimo comprit qu'il ne donnerait ses graines qu'à condition de récupérer l'or. Geronimo et ses hommes furent libérés. Ils partirent juste avant la tombée de la nuit sur les traces de Núñez. Le chef Chibcha les imbiba d'un répulsif inodore qui éloignerait la faune dangereuse. Sans leurs armures, avec pour seul équipement une tenue légère, des couteaux et des arcs prêtés par les Indiens, ils progressèrent vite dans la jungle. Ils dormirent quelques heures au pied des arbres et poursuivirent dès l'aube. Ils rattrapèrent bientôt Núñez et suivirent son expédition à bonne distance jusqu'au fleuve. Geronimo les observait à la longue vue. Ils avaient mis l'or dans les cales et ils étaient en train d'appareiller les deux caravelles. Diego en était encore à se demander comment l'écosystème avait résisté. Il était aussi persuadé que Martha gardait peut-être une ou deux graines en stock. Il se rappelait l'avoir vue hésiter quand, en présence de Pablito, elle avait commencé à enterrer des rats. Il était par ailleurs conscient qu'il ne restait plus qu'une semaine avant l'arrivée de Sementeros et le commencement des travaux. Martha aussi le savait. Elle redoutait ce moment et s'aventura dans la jungle, malgré la grille cadenassée qui en interdisait l'entrée. Diego, lui, était devant son poste de télé. On annonçait la disparition de Don Vasquez, le gérant de Sementeros. La présentatrice fit un appel à témoins, et Diego éteignit le poste. Par la fenêtre, il aperçut Martha s'enfoncer dans la jungle épaisse. Il la perdit de vue, resta à méditer quelques instants, puis s'engagea avec précipitation dans le couloir. Il sortit en chaussons, dévala l'escalier et s'arrêta net devant le domicile de Martha. Il tendit l'oreille et, constatant qu'on n'entendait rien ni personne, introduisit un fil de fer dans la serrure. Martha oubliait souvent de fermer à double tour et la vieille porte ne résista pas longtemps. Diego entra chez elle, mais eut un instant d'appréhension. Et son chien? Il regarda prudemment dans le salon et entendit un aboiement au loin, par-delà la fenêtre. Il était avec elle, dans la carrière. Chulo courait allègrement entre les troncs et les plantes immenses. Il ne se souciait de rien, devançait Martha, disparaissait puis réapparaissait au loin. Martha allait plus lentement et devait souvent s'asseoir. L'humidité des plantes et la chaleur ambiante rendaient sa marche plus difficile encore. Elle sentait l'asthme la gagner. Elle dut s'adosser contre une tige qui avait la taille d'un tronc et la texture de l'aloe vera. Elle regarda en l'air et vit 15 ou 20 mètres plus haut l'ardente lumière du soleil. « Chulo !» appela-t-elle. « Pas si vite! Viens donc soutenir ta vieille maîtresse. Chulo !» Le chien ne revenait pas. Martha reprit son souffle, espérant qu'il ne tarderait pas à revenir. Mais les minutes s'écoulèrent et Chulo n'apparut guère. Elle se remit en marche et suivit les empreintes de pattes dans la boue fraîche. Elle fit ainsi 20 mètres avant de perdre sa trace, faute de boue. La végétation empêchait le randonneur d'avancer tout droit. Il fallait zigzaguer sans cesse, et Martha finit par se perdre. Diego avait dans le même temps fouillé tout l'appartement. Chaque tiroir, chaque angle, chaque boîte et chaque dessous de meuble avaient été minutieusement passés au peigne fin. Il ne se souciait pas d'être pris sur le vif. « Si la vieille revient, pensait-il, elle aura droit à un gros coup sur la tête. » Il ne trouva rien et envisagea vite une autre cachette possible, la cave.
Il referma derrière lui, après avoir pris soin de remettre les objets déplacés à leur place initiale. La cave sentait le fromage. Il pouvait entendre les rats communiquer, cachés dans les trous des murs. Tout ça l'agaçait. « Martha Jiménez, pensait-il, dis-moi donc où tu caches tes dernières graines. » Il alla au bout de l'allée sombre et basse de plafond. Seule une ampoule éclairait la porte du box de Martha. Il en força l'entrée. À l'intérieur, l'interrupteur ne marchait plus et il dut tâtonner dans l'obscurité. La cave n'était pas très grande. Des étagères avaient été fixées sur le mur de droite. Il passa sa main sur les objets qui y étaient posés, en prit certains qu'il ramena dans la lumière du couloir et alla les reposer, constatant qu'aucun n'était le coffre qu'il cherchait avec tant d'avidité. Mais au bout de l'étagère, son cœur se remit à battre plus fort. L'objet qu'il sentait sous ses doigts ressemblait à un coffre. Il revint avec dans le couloir et sut tout de suite que c'était là ce qu'il cherchait. Un coffre de fer et de laiton aux reliefs anciens. Il l'ouvrit en tremblotant et découvrit ce qu'il était venu chercher. La dernière graine. Martha tournait en rond dans sa propre jungle. Un oiseau au plumage majestueux dut sentir son désarroi. Car après être passé au-dessus d'elle, tandis qu'il pourchassait un insecte à peine plus petit que lui, il fit demi-tour et vint se poser sur son épaule. C'était un perroquet. « Martha! Martha !» dit-il. « Bonjour, bel oiseau. Martha perdue. Oui, je le sais. Je cherche Chulo, l'as-tu vu? Chasseur! Chasseur! Non, Chulo! Je cherche Chulo. Suivre Tiberio! Suivre Tiberio! » Martha suivit Tiberio. Il volait devant elle, l'attendait, lui tenait compagnie quand elle devait s'arrêter. Martha finit par entendre Chulo. Il aboyait quelque part devant elle, à travers la jungle, mais son aboiement semblait venir de plus bas. Chulo avait flairé quelque chose et était parti seul. Il avait ensuite trouvé des traces de pas qui longeaient la ligne de démarcation entre le niveau 2 et 3 de la carrière. Il y avait entre chaque niveau 20 mètres environ. Tiberio la mit en garde contre le précipice, puis désigna de son bec l'étendue de plantes et d'arbres qui recouvrait le 3e et dernier niveau. Martha était découragée à la vue des cimes denses et compactes. Puis il y eut une détonation qui résonna dans toute la carrière, suivie des aboiements de Chulo. Elle resta transie par la peur, mais vit bientôt apparaître un homme sur la pente qui desservait le dernier niveau. Chulo le suivait. Il était vêtu d'un treillis et tenait un oiseau par les pattes. Tiberio se mit à répéter « Danger !» en boucle, puis s'envola dans la direction opposée. Martha n'eut pas le temps de le remercier. Elle alla à la rencontre de l'inconnu et de son chien. « Qui va là ?» dit l'inconnu. « Qui êtes-vous » répondit Martha. « Un chasseur. »« Un chasseur ? Que faites-vous là ?»« Et toi-même, que fais, vieille dame, dans jungle dangereuse ?» Martha fut surprise par sa façon de parler. « Voici mon chien, » ajouta-t-elle. « Chulo, viens ici. » Le chasseur regarda le chien revenir près de sa maîtresse et se mit à sourire. « Bon chien, vieille dame. A aidé José Luis à chasser. »« Oui, c'est un bon chien, encore qu'il soit têtu, voyez. Martha Jiménez, enchantée. » Elle lui tendit une main et la vit disparaître dans la sienne. Une immense main brune, à la poigne ferme. Il devait mesurer presque 2 mètres. Sa tête était grosse comme 2 têtes humaines, ses cheveux longs et soyeux, sa voix grave et hachée. Diego avait refermé la porte du box de Martha, et une fois arrivé chez lui, il avait entendu la détonation. Il guettait l'entrée de la carrière et attendait que Martha en sorte, tout en espérant qu'elle n'en sorte pas, qu'elle se soit perdue, qu'elle y passe la nuit ou qu'elle ait fait une mauvaise chute et qu'on n'en reparle plus. 2 hommes surveillaient les abords des caravelles depuis la rive, tandis que 2 autres allaient et venaient sur le pont supérieur du Gloria. Ils redoutaient la venue des cannibales vengeurs, des Indiens Chibcha, ou pis encore, de Geronimo et de ses hommes. Le reste de l'équipage de Núñez avait déjà chargé l'or dans les cols du protectorat. Certains nettoyaient le plancher de sang séché, d'autres ramassaient les objets éparpillés çà et là et que les cannibales n'avaient pas jugés utiles. Cordages, grappins, tonneaux, et tant d'autres choses utiles à la navigation ou à la vie en mer. « Il nous faut agir vite », dit Geronimo sans se retourner. 20 conquistadors scrutaient les bateaux par-dessus son épaule. « Quels sont vos ordres, Caballero Levrero ?» demanda Carlos. Geronimo réfléchissait à la marche à suivre. Núñez n'accepterait aucune reddition, il le savait. Un groupe de 4 hommes mené par Carlos
longea le fleuve en se camouflant derrière les fourrés. Geronimo et le reste traversèrent le fleuve plus en aval, juste après un lacet invisible depuis les caravelles. Ils atteignirent l'autre rive et longèrent le fleuve à travers la jungle dense, jusqu'à parvenir au Gloria. « Et maintenant, Caballero Lovrero ?» demanda Santiago. Geronimo leva le bras pour réclamer le silence. Un conquistador faisait des va-et-vient depuis le pont du Gloria. « Allez plus en amont et attirez son attention en remuant les branchages, sans toutefois vous faire repérer. Est-ce une diversion, Caballero ? C'est cela même, Santiago. » Le vieil homme sourit d'un air un peu niais et partit avec un autre exécuter l'ordre du commandant. Ils emportèrent les arcs et les flèches prêtés par les Chibchas. Ils remuèrent les feuillages et l'homme sur le pont alla vers la poupe en alertant son confrère. « Hé, Alejandro, du mouvement là-bas !» Geronimo et les autres entrèrent dans l'eau et nagèrent en apnée jusqu'à l'ancre. Ils montèrent un à un le long de la grosse chaîne et purent se hisser sur le navire. Geronimo jeta un œil en direction du protectorat. Carlos et les 3 autres hommes attendaient le signal depuis les fourrés. Geronimo leva la main et tous sortirent de leur planque. Carlos et ses hommes se jetèrent sur les 2 gardes restés à terre. Ils purent les assommer et les réduire ainsi au silence. Puis Carlos et un dénommé Sergio prirent les arquebuses et restèrent sur la berge. Les 2 autres nageaient déjà vers l'ancre du protectorat, un couteau entre les dents. Geronimo et les autres coururent vers les 2 gardes du Gloria. L'un d'eux eut le temps de tirer un coup de feu, abattant le jeune Luis d'une balle en pleine tête, avant d'être plaqué au sol avec son coéquipier. La détonation se propagea tout azimut dans un fracas qui fit s'envoler les oiseaux et fit sursauter Núñez et son équipage. « Aux armes !» cria Núñez depuis le pont du protectorat. Mais des 16 conquistadors restés à bord du protectorat, seuls Núñez et 2 autres survécurent aux 3 attaques simultanées. Geronimo et un certain Juan tiraient depuis le pont du Gloria, Carlos et Sergio depuis l'une des berges, Santiago et un autre tiraient à l'arc depuis l'autre berge. Les survivants se retranchèrent dans les cales du protectorat. Geronimo fit signe à Carlos et Santiago, ainsi que leur binôme, de monter à bord, ce qu'ils firent sans hésiter. Ils scellèrent les cales de l'extérieur, faisant ainsi prisonniers Núñez et ses hommes. Mais alors que Carlos allait crier « Victoire !», une flèche vint transpercer la gorge du vieux Santiago. Les cannibales étaient revenus pour se venger, plus nombreux que jamais. Ils tiraient à découvert depuis la rive. Tous les conquistadors se mirent à couvert, les flèches arrivaient par vagues avec une force surprenante. Des cris attestaient de la rage des cannibales et de leur ardeur au combat. Carlos alla ouvrir l'écoutille qui donnait sur la cale. Il esquiva le tir de Núñez. « Caballero Núñez !» dit-il le souffle court. « On est attaqué par les cannibales !» Les 2 hommes de Núñez tirèrent à nouveau depuis le fond de la cale obscure. Carlos roula sur le côté pour les éviter. « Caballero Núñez ! Vous serez bientôt à court de munitions, et ces cannibales nous tueront tous si nous ne sommes pas unis !» Il n'y eut aucune réponse. Carlos reçut une flèche dans le mollet. Son hurlement s'apparentait à un rugissement. Il s'arracha la flèche et faisant fi de la formule de politesse, dit « Bon sang, Núñez ! Voulez-vous être mangé tout cru ?» Le commandant du protectorat sortit avec les 2 autres et ouvrit le feu. Carlos se recroquevilla pensant que ses tirs étaient pour lui. Il ouvrit un œil et vit Núñez et 2 hommes tirer par-dessus bord. Il se joignit à la fusillade. Geronimo et les autres tiraient depuis le Gloria. Mais les Espagnols n'eurent bientôt plus de munitions. Les cannibales étaient bien trop nombreux, bien trop déterminés. Si 10 tombaient à terre, 20 autres surgissaient des broussailles. Sur l'autre rive, 2 Chibchas ayant suivi Geronimo et ses hommes observaient sans prendre part au combat. Il y eut soudain un cri de douleur. Núñez passa par-dessus bord, tué par une flèche. Geronimo tenta de réorganiser la résistance, puis changea brusquement de plan, alors que la nuit commençait à tomber et que les munitions diminuaient. Il fit lever les ancres et hisser les voiles des 2 caravelles. Les navires avancèrent à faible allure, d'autant que les voiles étaient transpercées de toutes parts par les flèches. Mais le Gloria et le Protectorat prirent bientôt de la vitesse, et les cannibales ne purent les pourchasser davantage. La jungle freinait trop leur progression, et pour une fois, elle fut du côté des Espagnols. L'entreprise Cementeros arriva le jour J, comme prévu, à 8 heures. Un bruit de moteur venait de la route sinueuse. Martha l'entendit. De son balcon, elle vit 1, puis 2, puis 3 engins dont elle ignorait les noms. Il y en eut d'autres, tellement d'autres qu'elle ne les compta plus. Ils avaient des pics, des pelles géantes, des outils à forage.
Ils allaient engloutir l'écosystème. Diego était en bas de l'immeuble. Il attendait sur le parking devant la carrière. Il fumait, ce qui ne lui ressemblait pas. Il prenait la cigarette entre le pouce et l'index droit, puis toussait par saccades. Il savait à peine fumer. Martha le voyait de dos, il avait le syndrome de la jambe sans repos, et sa main gauche faisait des allées et venues dans ses cheveux sales. « Hombre !» lança-t-il en voyant son ami, un homme maigre qui perdait des cheveux au milieu de la tête. L'ami lui renvoya un clin d'œil à travers la vitre poussiéreuse de sa pelleteuse. Chaque employé sortit de son engin de chantier et salua de près ou de loin Diego. Ce dernier ouvrit sa sacoche et se mit à servir du café dans des gobelets en plastique qu'il distribuait à chacun. Puis il s'approcha de son ami et lui dit « J'ai su pour Don Vasquez. C'est terrible. Oui, on ne sait encore rien de lui. Toujours pas de traces? Absolument rien. Les enquêteurs sont sceptiques. Et toi, t'en penses quoi? Bah, je pense que le Don était de mèche avec des malfrats, de Cadiz, disait-on. Ça se savait. Tu penses qu'il leur devait de l'argent et que du coup... Ah, j'en sais rien, amigo. Mais je sais qu'il faut pas voler l'argent de ces gens-là. Tu peux voler les autres, mais pas ces brutes. Oui, tu as raison. Ça doit être ça. C'est tragique. Ils restèrent à discuter, puis l'un des ouvriers ouvrit la grille qui condamnait la carrière. Il resta planté devant le spectacle époustouflant et déconcertant de la nature sauvage. Les autres se mirent en ligne autour de lui, et Diego, qui les sentait hésitants, dit « Messieurs, récupérons votre carrière. On doit bien ça à Don Vasquez. » Ils le dévisagèrent et échangèrent des mots à voix basse. Diego regarda son ami d'un air interrogateur. « Qu'est-ce qu'ils ont ?» demanda-t-il. Mais l'ami ne répondit rien. Les murmures cessèrent, puis il y eut un silence. « Tu parles comme s'il était déjà mort !» lança alors un petit homme. Les autres se retournèrent vers Diego, dans l'expectative d'une réponse. Diego fronça les sourcils, regarda son ami, puis le petit groupe d'ouvriers. Il se mit à rire, d'un rire forcé, destiné à masquer son anxiété soudaine. « Tant que nous honorerons sa mémoire, Don Vasquez ne sera pas mort. » Nouveau silence, nouvel échange de regards. « Tu continues à parler comme si sa mort était avérée, » dit un autre ouvrier. « J'aurais mieux fait de me taire, » pensait Diego déconcerté. « Ne déformez pas mon propos, chers amis. La police mène l'enquête, j'espère qu'on le retrouvera bientôt. En attendant, faisons notre boulot. » Nouveaux murmures, nouveaux échanges de regards. « Regardez !» dit soudain l'un des employés. « Un homme !» Il désigna la pente qui sombrait dans la jungle. Un homme sortait des feuillages, suivi par des dizaines d'autres. Personne chez Cementeros n'osa bouger ou même émettre un commentaire. Même Diego sentit son pouls accélérer et figer ses pieds. Ces hommes étaient immenses, vêtus de treillis, la peau brune, presque noire, avec des cheveux longs et lisses qui tombaient abondamment jusqu'au bas du dos. Martha reconnut José Luis, le chasseur au visage indien. Chulo aboya en le voyant. Le chasseur leur fit un geste amical que Diego et ses collègues remarquèrent. « Vous êtes sur notre terre, » dit José Luis. « Nous, protégez terre si vous hostile. » Personne n'eut rien à redire, chacun étant trop préoccupé par les fusils que les chasseurs portaient en bandoulière. José Luis fit un pas en avant, et la ligne d'employés recula spontanément. Seul Diego campait sur sa position. Mais le chef chasseur ne leur voulait aucun mal. Il s'avança davantage et la ligne d'ouvriers s'ouvrit pour le laisser passer. Il alla voir les engins. Il les toucha, les renifla, et inspecta ainsi les 20 machines stationnées en rang sur le parking. Sentant l'agitation du groupe d'ouvriers, un chasseur prit son fusil en main. Le calme devint plat, altéré seulement par la carrière en contrebas. Un oiseau vint planer au-dessus de l'attroupement d'humains. Diego ne lâchait pas le fusil du regard. Il s'y connaissait en armes, et il ne put pourtant donner un nom à l'arme à feu. S'agissait-il seulement d'un fusil de précision ou d'un fusil d'assaut? Il n'en savait rien, et en conclut que l'arme était le fruit d'un assemblage habile de pièces prises sur d'autres armes. D'ailleurs, tous les fusils étaient différents. Le chasseur fit soudain un demi-tour sur lui-même et abattit l'oiseau en vol. Tous sursautèrent, y compris Martha et Chulo, qui observaient toujours la scène depuis le balcon. L'animal vint tomber à quelques mètres d'eux. José Luis regarda son subordonné prier près de l'oiseau qu'il venait d'abattre. La prière était un mélange de chants fredonnés et de poésie.
Il termina sa prière et mit la bête en écharpe. José Luis se retourna vers Diego, le regarda au fond des yeux, vint poser ses yeux sur les engins, puis sur les employés indisposés, tous serrés les uns contre les autres. « Vous hostiles, vous partir !» dit le chef chasseur à Diego, qu'il considérait comme le chef adverse. Diego se mit à rire. Le fond et la forme de la phrase le faisaient rire. « Hostile !» répéta Diego. « C'est vous qui êtes hostile. Vous êtes même hors la loi. Cette carrière est la propriété de Cementeros, et nous venons en disposer. »« Hors la loi ? Que veut dire ça ?» Diego regarda son ami 1 mètre derrière lui et lui adressa un sourire plein de malice. « Je m'en occupe, » lança-t-il à ses camarades. « Être hors la loi, dit Diego, c'est bafouer la loi. »« Quelle loi ? La vôtre ? » ?»« Oui, la nôtre, les nôtres. Vous êtes hors notre loi. Vous êtes des bandits. » Le chef parut réfléchir intensément. Il vint se confier auprès de ses frères. « C'est qui ces mecs ?» demanda le chef de chantier à son ami Diego. « J'en ai aucune idée, » chuchota Diego. « Mais leur herbe à pipe doit être forte. » Les chasseurs débattaient toujours entre eux de la marche à suivre. Diego s'impatientait. « Bon, dit-il, rendez-nous la tâche facile et laissez-nous entrer. » José Luis, en qualité de chef, leva la main et chaque chasseur se tut. Il s'approcha de Diego et de son ami. L'Indien leur parut soudain immense. Il les regardait de haut à présent. « On ne devrait pas insister, Diego, » dit son ami en lui posant une main sur l'épaule. Le chasseur était à quelques centimètres de Diego, qui soutenait le regard et expirait bruyamment par le nez. Martha observait la scène à demi amusée. Elle connaissait bien les chasseurs, ayant partagé leur quotidien 1 semaine durant. Il n'y avait en eux aucune animosité, si ce n'est celle qui les poussait à abattre leur proie. Mais chaque animal tué faisait l'objet d'un rituel. Ils remerciaient à leur manière Dame Nature. Point chez eux de convoitise ou de jalousie, ils ignoraient l'idée de possession et partageaient tout le gibier. Martha ne leur connut aucune préoccupation majeure, car ils étaient tout enclins à savourer l'instant qui passe. Ils vivaient au rythme de l'écosystème dont ils étaient l'égal. Pour eux, comme pour Martha, tout y avait une âme. Les animaux, les plantes et l'eau qui coulait entre les arbres. Ils appelaient cette âme le sambre. Quand ils ne chassaient pas, ces hommes mâchaient des feuilles de coca et mangeaient des racines de manioc. Ils faisaient aussi sécher des feuilles de tabac et confectionnaient des cordages avec des feuilles d'aguarré, un palmier aux fruits comestibles qui poussait abondamment dans la carrière. À leur côté, Martha apprit les noms des plantes et des arbres. Le roucou, le ficus, le figuier, l'anacardier, ce pommier cajou qui donne les noix de cajou, et le magnolia étaient quelques-unes des 100 espèces qui peuplaient l'écosystème. Toutes provenaient du sambre. Martha sut ainsi qu'ils avaient fait un long voyage, qu'ils étaient partis des Amériques en bateau, s'étaient perdus en mer et que l'un était même passé par-dessus bord lors d'une tempête. Le bateau avait failli se renverser maintes fois, mais ils n'avaient pas renoncé. Ils avaient débarqué dans le port de Huelva, puis avaient fait le reste du chemin à pied. « Mais pourquoi avoir quitté vos terres pour venir ici ?» avait demandé Martha. Le chef avait alors expliqué que ces terres étaient en danger, et qu'ils étaient eux-mêmes une espèce à part, des nomades, menacés eux aussi, comme le sont tous les enfants de la nature, comme l'ont été bien avant eux, leurs ancêtres Chibchas. José Luis avait évoqué la déforestation, la délocalisation des tribus ancestrales et tant d'extorsions encore qui avaient compromis l'avenir de sa région. Un autre chasseur était alors intervenu pour expliquer que l'écosystème de la carrière valait bien plus que l'Amazonie. Martha était restée sceptique à ce propos. Peut-être que la traversée les a rendus fous, avait-elle pensé, à moins qu'il ne l'ait été bien avant. Son scepticisme ne fit que croître quand José Luis avait repris la parole. Écosystème a appelé José Luis. Écosystème vie. Martha avait écouté religieusement la fin de leur récit sans interrompre, ni même manifester son impatience ou son incompréhension, puis elle les avait remerciés pour le gibier en broche et était remontée chez elle. Les chasseurs étaient partie intégrante de l'écosystème. Ils avaient révélé leur lien de parenté avec des tribus amérindiennes.
Puis ils avaient conclu en disant que la vieille prophétie s'était enfin réalisée. « Un jour, avait dit le sage coiffé de plumes parfumées, un jour, mes chers enfants, naîtra un écosystème à nul autre pareil. Ce sera le dernier espoir des hommes, la dernière graine de vie. Et ce jour-là, il vous faudra quitter nos terres pour vous y rendre. Ce sera le nouvel exode, ce sera l'ère du sambre. » Le mot du sage était passé d'une génération à l'autre sans jamais mourir, et ce qui était autrefois légende devint réalité. Martha n'avait su que croire. Tout ça lui avait paru si délirant. Mais les chasseurs étaient bien réels, tout comme les graines, les plantes, ainsi que les insectes et toute la faune que ces graines avaient attirés à elle. La vieille avait passé du temps près d'eux, le plus souvent à l'heure du déjeuner, pour essayer de les comprendre. Ils avaient eu pour elle les plus délicates attentions, avaient répondu à ses questions sans trop comprendre eux-mêmes comment la créatrice s'interrogeait sur son propre écosystème. Diego, quant à lui, l'avait observé. Il l'avait vu sortir de la carrière, mais jamais y entrer. « Il doit y avoir une autre issue, » pensait-il. « Peut-être un passage secret. » Peu de temps après, les oiseaux commencèrent à disparaître et les insectes à proliférer de nouveau. Martha s'en était inquiétée et avait prié pour que l'écosystème ne tombe pas en décrépitude, du moins pas de son vivant. Elle avait adressé une prière par écrit dans le journal qui contenait ses notes d'observation. 2 jours plus tard, l'un de ces oiseaux, blessé par le tir d'un chasseur, s'était réfugié sur son balcon et un dilemme s'était présenté à elle. Aider l'oiseau ou laisser faire l'écosystème? Le chasseur en question avait réclamé son dû. « Hé, vieille dame Martha, rends-moi l'oiseau !» avait-il crié sous le balcon de la vieille. Mais Martha lui avait expliqué qu'il avait échoué et que l'oiseau était maintenant sous sa protection. En raison des rapports amicaux qu'ils entretenaient, le chasseur était retourné près des siens sans insister. Il avait simplement dit « Moi faire don de l'oiseau ». Martha avait soigné l'oiseau qu'elle baptisa Manolo. Elle avait désinfecté la plaie qu'il portait au bas-ventre, changé son bandage tous les jours, et elle lui avait donné la béquée. Quelques jours après l'incident, l'oiseau s'était mis à chanter. Martha était fascinée par les sons qu'il pouvait produire et la façon dont il les associait pour former des mélodies. Ses airs de musique étaient toujours joyeux et mettaient la vieille dans de bonnes dispositions. Elle l'avait présenté à Pablito, qui venait alors à 17h, tous les jours, pour prendre une tasse de thé rouge et discuter jardinage, avant de ranger et nettoyer l'appartement. L'écosystème se développait seul, mais Martha veillait sur lui, jour et nuit. Elle l'arrosait encore et réparait la clôture s'il le fallait. Elle avait ces jours-ci un mauvais pressentiment. Manolo put bientôt s'envoler. Martha et Pablito l'avaient vu descendre en vol plané, puis se poser sur la plus haute cime de la carrière. « Madame Jiménez, » avait dit Pablito, « pourquoi toute cette faune vient-elle ici, alors qu'en Amazonie, en Afrique ou en Inde, ils ont des écosystèmes qui, bien que menacés, sont bien plus grands ?»« C'est une bonne question, mais tu viens peut-être de donner la réponse. »« Ah bon ? Mon minuscule écosystème est nouveau, et peut-être est-il bien plus robuste que ces grandes forêts qu'on exploite. » Mais ça n'enlève pas le problème de l'espace. Votre arche ne pourra pas accueillir tout le monde. Martha n'avait rien répondu. Les graines des Amazones n'existaient plus qu'ici, chez elle. La carrière ne pourrait bientôt plus contenir l'écosystème. Et cette jungle naissante n'aurait un jour rien à envier à l'Amazonie. « Il lui faut déborder », avait chuchoté Martha. « Aller vers d'autres horizons. » Les 2 caravelles atteignirent le cours principal du Rio Magdalena. À leur bord, une vingtaine d'hommes, supervisés par Geronimo Levrero, un explorateur venu de loin pour des graines dont il commençait à remettre l'existence en doute. Dans les cales du protectorat, 20 sacs remplis de poudre d'or et de pépites devaient être rendus aux Chibchas. L'équipage était fatigué, démoralisé par toutes ces pertes. Geronimo regarda le petit bras de mer d'où il venait. Il semblait si calme. N'importe quel navigateur s'y serait engagé avec insouciance, loin de se douter qu'il y avait là-bas des cannibales aussi belliqueux qu'impitoyables. Sur le pont des navires, chacun respectait un mutisme morbide. Les regards vides, les voiles déchirées, l'état général des navires, tout indiquait la tragédie. « Caballero Levrero !» dit soudain Carlos en désignant le sud. Quesada avançait vers eux, posté à la proue du Guilla. Son visage était sévère, sans toutefois exprimer la colère. Il avait rebroussé chemin,
voyant que Núñez ne revenait pas. Les navires s'immobilisèrent à quelques mètres l'un de l'autre. Geronimo fit mettre une chaloupe à l'eau et descendit l'échelle de corde sans se presser. Son attitude contrastait avec Feu Núñez, dont les manières étaient tantôt brusques, tantôt vulgaires. 2 hommes étaient aux avirons. Geronimo regardait le bras de mer qui mourait dans la jungle amazonienne. Le courant était fort, si bien que Quesada leur lança une corde pour faciliter leur progression. Puis on leur lança une échelle et ils purent monter à bord du Guilla. Geronimo commença son récit par des formules de politesse. Quesada et ses hommes écoutaient avec attention. Le commandant du Gloria parlait à voix haute, distinctement. Il n'évoqua d'abord pas l'or que contenaient les cales du protectorat. À la fin de son récit, on n'entendit plus que l'eau du fleuve. Puis les soldats chuchotèrent entre eux, tout en observant Quesada, dont ils attendaient la réaction. Le chef de l'expédition s'avança vers le bord et regarda la jungle au loin. « Quelle folie a emporté vos jugements, Geronimo ?» demanda-t-il. Geronimo se garda de répondre. Il ne baissait pas la tête, il estimait avoir tout dit. « Mes ordres étaient pourtant simples. Moi, Gonzalo de Quesada, je suis le gouverneur de Santa Marta, et vous m'êtes subordonné, Caballero Lovrero. Y a-t-il quelque chose à redire sur ce point ? » « Non, Caballero Quesada. Alors pourquoi avoir désobéi ? Pourquoi avez-vous causé la mort de Núñez et de plus de 50 hommes ? J'en suis bien conscient, Caballero Quesada. C'est la potence qui vous attend. » Le silence, déjà lourd, ressemblait désormais au silence qui entoure les enterrements, comme si Quesada, par cette simple déclaration d'intention, venait de tuer Geronimo. « J'ai trouvé Eldorado », déclara Geronimo pour sa défense. « À une journée de navigation et 2 jours de marche. » Les murmures reprirent dans la foule des conquérants. Quesada se retourna vers le commandant du Gloria, le dévisagea rapidement, puis regarda ses hommes. Les marins cessèrent leur bavardage sous l'insistance de son quart. « Devrais-je faire confiance à l'homme qui a saboté ma mission ?» demanda Quesada. « Caballero Quesada, je suis sous votre commandement, mais je ne peux réfréner ma vraie nature, je suis un explorateur. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Si l'instinct m'a mené vers ce lieu dangereux, c'est qu'il s'y trouve l'or dont nous rêvons. Et cet or est plus pur que l'or qui recouvre les pagodes de Marco Polo. Il ferait votre gloire. Le roi ferait graver Quesada sur des lingots d'or aussi gros qu'un bras humain. » Sur ces propres mots, Geronimo repensa au village des cannibales et aux bras humains qui s'y trouvaient encore, alignés sur de longues tables en bois ou embrochés et mis au feu. « N'essayez pas de m'amadouer, Geronimo. Mieux vaut pour vous que l'or soit là à notre arrivée. Si vous m'accompagnez sur le protectorat, je vous en donnerai un aperçu. » Nouveau silence, nouveau murmure dans la foule des explorateurs. Quesada fronça les sourcils. Il fit un signe à son général, qui alla chercher une vieille paire de menottes rouillées. « Si cet or n'est pas celui que j'attends, dit Quesada à Geronimo, je vous mets au fer. » La tension monta d'un cran quand Diego repoussa le grand José Luis en criant « Dégagez de la route, ou j'envoie la police !» L'un des chasseurs répliqua immédiatement en tirant un coup en l'air. Des balcons, on entendit le cri d'une voisine, suivi du bruit des volets qu'on ferme. Tous les employés de Cementeros reculèrent en ligne, mais Diego ne semblait pas impressionné. Il regarda en direction de l'immeuble et vit que de tous les voisins, seule Marta ne s'était pas calfeutrée. Malgré les parties de chasse à répétition, aucun, sauf elle, ne s'était habitué aux détonations. La police n'était plus intervenue malgré les appels du voisinage. À vrai dire, le commissariat avait depuis longtemps bloqué tout appel provenant de la copropriété. « Toi », lança José Luis à l'attention de Diego. « Partir, toi partir !» Mais Diego ne bougeait pas. Il fit un pas en avant en signe d'insoumission. Le chef sortit un couteau qu'il posa sur la joue de Diego. Mais Monsieur Locoras ne bougeait pas. Le chasseur enfonça la lame et ouvrit la chair sur 10 centimètres. Diego suait à peine. Sa bouche n'émit aucun son. Il paraissait ne rien sentir. Le chef chasseur se mit à sourire. « Toi croire en ta vaillance, dit-il à Diego. Mais cette vaillance n'est qu'une folie déguisée. » Diego fronça les sourcils, surpris par le changement soudain d'accent de l'amérindien, ainsi que par la syntaxe, devenue plus fluide. « Ces types sont des imposteurs, » pensa Diego. Mais le chasseur était simplement capable d'imiter les sons. Il imitait aussi bien les oiseaux et les insectes que les hommes. Diego n'eut pas le temps de rétorquer. Le chef l'assomma avec le manche épais de son couteau et ordonna aux employés de ramener le fou vaillant.
3 hommes s'avancèrent pour emporter le corps inerte de Diego. Tous les engins du parking démarrèrent en même temps et disparurent au loin dans un nuage de fumée. 2 jours plus tard, Diego revint chez lui. Son crâne dégarni laissait voir 3 points de suture entourés d'une tache de bétadine. Il sortait de l'hôpital. Son ami l'accompagnait. Ils croisèrent Martha Jiménez près de l'entrée de la carrière. Elle discutait avec ses admirateurs, qu'elle tenait à rassurer quant au comportement belliqueux des chasseurs. « Ne vous inquiétez pas, dit-elle. Les coups de feu sont tirés en l'air ou sur la faune. Vous ne risquez rien. » Diego s'approcha d'elle d'un pas nonchalant et la prit au col. Il l'insulta sans retenue aucune devant le voisinage pétrifié par la violence de l'homme. Son ami laissa faire, et ce n'est que grâce à Pablito que l'agression prit fin. L'étudiant arrivait au loin. Il entendit les cris de Diego et se précipita sur lui. Il le tira par le col et le fit tomber à terre. Dans sa chute, Diego rouvrit sa plaie qui saignait abondamment. Son ami l'aida à se relever. « Regarde ce que tu as fait !» cria Diego en montrant son crâne ouvert à Martha. « Vois donc ton œuvre !» Derrière la grille de la carrière, 2 chasseurs observaient la scène, impassibles. Diego les vit, ils tenaient leurs fusils en main, prêts à intervenir. Diego jeta un regard menaçant à Martha et remonta chez lui, accompagné de son ami. Pablito demanda une explication que Martha eut du mal à donner. Les voisins l'écoutèrent néanmoins, fascinés et ivres d'émotion. Diego n'alla pas panser sa plaie à la salle de bain. Il voulait une vengeance. Il décrocha un tableau derrière lequel se trouvait un coffre-fort. « Qu'est-ce que tu fais, Diego ?» demanda son ami. L'intéressé s'arrêta net. « Il faut rendre justice, » dit Diego. « Alors appelle la police, » répondit son ami. Diego le regarda intensément, ouvrit le coffre et resta dans l'indécision quelques minutes. Son courroux se mua en une colère moindre, et il put entendre raison. Il referma le coffre et prit son téléphone. 2 patrouilles de police se garèrent sur le parking. 8 hommes en descendirent et vinrent ouvrir la lourde grille. Un chasseur était assis de dos, à même la pente qui descendait au premier niveau. « Hé, vous !» lança l'un des policiers. « Mettez vos mains en l'air !» Le chasseur ne sembla pas entendre et les policiers avancèrent en ligne. Arme en main. Sur le parking se trouvait Diego, son ami et quelques curieux. Martha observait la scène depuis son balcon avec Pablito et Chulo. Un policier tapa sur l'épaule du chasseur, ce qui le fit sursauter. De ses écouteurs sortait la musique à plein volume. « Mettez vos mains en l'air. » Le chasseur regarda autour de lui, vit les policiers et les badauds au loin. Puis son regard vint se poser sur Martha. Il lui souriait, tandis qu'elle le regardait d'un œil inquiet, sans pouvoir deviner ses intentions. Il murmura quelque chose dans une langue inconnue. Le sambre. Le policier répéta son ordre et fit un pas en arrière, l'arme pointée sur le chasseur. Les autres policiers campaient sur leur position, attentifs aux moindres faits et gestes de l'homme entreilli. Ce dernier se releva doucement, les mains sur la tête. Son fusil était posé à terre, à ses pieds. « Envoie ton fusil là-bas d'un coup de pied !» ordonna le policier. Le chasseur obéit. Le fusil disparut dans la végétation avec une force prodigieuse, faisant craquer les branches et s'envoler les insectes qu'il croisa en chemin. Un oiseau vint survoler le groupe de policiers. Il poussa un cri, puis déféqua sur l'un d'eux. Le policier à l'uniforme souillé d'excréments ne se laissa pas distraire, ni par l'odeur, ni par le rire gras du chasseur. Puis il y eut un craquement insolite qui vint des fourrés. Les policiers regardèrent dans une direction, sauf celui qui prenait le chasseur en joue, et ne virent qu'une jungle compacte. « Avance lentement !» dit le policier au chasseur, et une salve de balles sortit des fourrés, tua le premier policier et obligea les autres agents à riposter à l'aveugle. Le chasseur en profita pour se jeter à terre et rampa jusqu'à un tronc mort. Il fut touché au mollet droit. Les voisins qui entouraient Diego s'enfuirent. Pablito rentra avec Martha et Chulo. Ils observèrent l'échange de tirs par la vitre. Un policier lança un fumigène et les 5 agents reculèrent en tirant. L'un était mort et 2 autres gisaient au sol dans un état critique. À l'arrière, Diego avait une vision partiellement dégagée, mais le nuage de fumée grandissait. Il sortit un pistolet. Excellent tireur, mais sans autorisation de port d'armes, il hésita à s'engager auprès des policiers qui remontaient la pente. La fumée montait lentement. On jeta un autre fumigène et on ne vit déjà plus la jungle en contrebas. Diego porta alors son regard sur la gauche et vit Martha derrière sa baie vitrée. Il la prit en joue et tira. La balle frôla sa tête d'un demi-centimètre,
Puis la fumée monta le long de l'immeuble. Les tirs cessèrent peu à peu. Diego rangea discrètement son arme, regarda autour de lui et vit une petite tête penchée sur son balcon, au dernier étage. La fumée finit par tout envelopper et il alla se réfugier dans le hall, la tête dans son t-shirt. Dans l'entrée de l'immeuble, il n'y avait plus personne, chacun se terrait chez soi. Même son ami avait pris la fuite par la petite route qui amène au centre-ville. Des policiers étaient morts ou agonisants. Quant aux chasseurs, il y eut un blessé et un mort. Les renforts de police arrivèrent 5 minutes plus tard. Un voisin avait passé l'appel, c'en était trop. Il y avait du sang, des morts. Le voisin en question reçut le sergent, se présenta comme le témoin qui avait tout vu, tout entendu, et vit comment les renforts s'engagèrent dans la carrière. Les chasseurs s'étaient déjà réfugiés au dernier niveau, là où ils avaient installé leur fief, un ensemble de cabanes en bois. La battue se termina par une guerre de tranchées. Chaque camp campait sur ses positions, et ce n'est que lorsque les chasseurs furent à court de munitions que les policiers lancèrent l'offensive de leur victoire. Tous les chasseurs furent tués, sauf un, José Luis, le chef, le plus rusé et le plus rapide. Une balle l'avait néanmoins touché au flanc gauche, déchirant ses habits et sa chair. Le sang qu'il laissa dans sa fuite conduisit les policiers tout au fond de la carrière, jusqu'à une paroi immense. Mais les traces s'arrêtaient au pied du mur. Le fugitif s'était envolé. Les premiers journalistes arrivèrent sur place. Les camionnettes de télévision bloquaient la petite route par laquelle on accédait à la résidence et au lieu du drame. La police avait condamné la carrière et tentait de tenir les curieux à l'écart. La presse faisait déjà le constat macabre que les policiers commençaient à peine à évaluer. 6 policiers morts et 2 grièvement blessés qu'une ambulance avait déjà emmenés. La presse révélerait plus tard la mort des officiers sur leur lit d'hôpital, ainsi que la tristesse et la colère de tout un corps de police. Les caméramans purent prendre des images morbides, propices aux scoops et aux records d'audience. Les policiers débordés de tous côtés parvinrent peu à peu à installer une barrière et purent enfin dégager la route. Tout se passa non sans quelques accrochages entre journalistes et forces de l'ordre, ce qui ajouta de la tension au drame. À la tombée de la nuit, on cherchait encore le chasseur en fuite. Un enquêteur inspecta la paroi dans les dernières lueurs du jour. Il faisait chaud et la végétation rendait l'examen difficile. Pourtant, les traces de sang au sol délimitaient assez bien le champ de recherche. Mais on dut remettre l'étude du mur au lendemain, la nuit étant déjà là.